Bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette table ronde sur la réforme du marché de l'électricité, marché européen de l'électricité. 758 milliards d'euros. 758 milliards d'euros, c'est le montant qui a été alloué et réservé dans les pays européens pour protéger le consommateur de la hausse des coûts de l'énergie, selon le think tank Bruegel. Autant dire qu'une réforme du marché de l'électricité était bienvenue. Alors après 2 ans de négociations, un accord a finalement été acté en décembre 2023. L'objectif affiché par cette réforme est double. Permettre de protéger le consommateur particulier comme professionnel face à l'envolée des prix de l'énergie. Et d'assurer le développement des capacités de production d'énergie renouvelable et de nucléaire. Alors cette réforme va-t-elle pouvoir répondre à ces attentes? C'est ce que nous allons essayer de mieux comprendre grâce à nos intervenants. Vincent Derbally, Béatrice Delpech, Anne de Bréjas et Pauline Morus. Alors Vincent Derbally, on commence avec vous. Vous êtes le chef de la surveillance des marchés à l'EPEX-Spot, qui est la bourse européenne de l'électricité. Alors c'est avec la crise de l'énergie, en partie due au conflit russo-ukrainien, que beaucoup de Français ont entendu parler pour la première fois des règles sur les prix de l'électricité. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la manière dont fonctionne le marché européen de l'électricité, sur non pas le, mais les prix de l'électricité? Allez-y. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Très heureux déjà d'avoir été convié à participer à cette table ronde. Très heureux de voir aussi qu'il y a beaucoup de participants. C'est rare d'avoir l'occasion de discuter de sujets aussi techniques avec autant d'audience, donc très heureux. Alors le sujet, effectivement, c'est la réforme du marché de l'électricité. Je m'étais dit, vu qu'il m'était donné l'opportunité d'ouvrir cette table ronde, qu'il était intéressant de commencer par se poser la question de quoi on parle déjà. Alors, comme expliqué, je suis le responsable de la surveillance dans la bourse européenne des marchés d'électricité. J'ai une équipe dont le travail est de regarder quotidiennement ce qui se passe, qui achète quoi sur l'électricité, à quel prix, à quoi ça correspond dans le marché, etc. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de compréhension là-dessus. Mais alors, d'abord, le marché, qu'est-ce que c'est? Le prix de l'électricité, quel que c'est? Vous avez certainement entendu beaucoup parler dernièrement. Le sujet est devenu intensément politique. Donc, je vais mettre un peu de perspective là-dessus. D'abord, quand on pense au prix de l'électricité, naturellement, on pense au prix qu'on paye en tant que consommateur résidentiel. Donc vous, c'est la première chose naturellement à laquelle vous allez penser. C'est la première chose à laquelle je pense moi aussi, payant mes factures. Mais il y a d'autres prix, il y a d'autres contrats qui vont être utilisés. Celui auquel souvent la presse va faire référence ou les médias vont faire référence, ça va être le prix spot. Le prix spot, c'est celui qui va être publié justement par la bourse des marchés d'électricité pour laquelle je travaille. Puis vous allez avoir d'autres prix, des prix pour les contrats à long terme, des prix pour les contrats d'équilibrage sur les réseaux. Donc je vais essayer de donner quelques éléments de compréhension là-dessus. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette bourse? Qu'est-ce que c'est que ce marché? Alors comme vous le savez, l'ensemble des acteurs de marché, que ce soit les opérateurs de réseau, comme RTE en France, dont la mission est d'assurer l'équilibrage du réseau, que ce soit des acteurs producteurs d'électricité, comme EDF en France, mais comme RWE par exemple en Allemagne ou un peu partout en Europe, que ce soit les acteurs distributeurs d'électricité, les grands consommateurs d'électricité, tous ces acteurs-là vont devoir faire quotidiennement, et même en temps réel, pour chaque seconde de la journée, face à un enjeu majeur qui est celui de délivrer l'électron sous-jacent. Alors ça, c'est une contrainte très très forte et une spécificité importante du marché de l'électricité. Il y a un sous-jacent physique. Il y a des réseaux, des câbles physiques par lesquels les électrons doivent passer. Et un électron qui rentre dans le réseau, c'est un électron qui doit sortir de ce réseau. Alors ça paraît trivial dit comme ça, mais quand on parle d'un réseau français, quand on parle du réseau européen, quand on comprend l'ensemble de l'enjeu qui consiste à s'assurer quand on rentre chez soi, on appuie sur l'interrupteur, on a de l'électricité, ça veut dire qu'en face, on va avoir quelqu'un qui va livrer cette électricité. Et donc ça, on comprend tout de suite la complexité de l'enjeu. Il va y avoir plusieurs mécanismes qui vont pouvoir être mis en jeu, plusieurs types de contrats, plusieurs leviers que l'ensemble de ces acteurs vont pouvoir utiliser. Ils vont d'abord pouvoir utiliser des contrats à long terme. Je prends un acteur renouvelable, par exemple, un champ d'éoliennes, un champ solaire. Il va devoir investir pour construire ses outils de production. Pour investir, il a besoin de faire un budget. Il a besoin d'aller voir les banques en disant, voilà, combien je suis capable de vendre, pour combien de temps, voilà, quelles sont mes prévisions de production et ma capacité à vendre mon sous-jacent. Pour ça, il va falloir que j'établisse ce budget. Il va falloir que je prévoie de vendre le plus possible à long terme. Ça me permettra d'aller voir les banquiers en leur disant, voilà mon projet, voilà combien je suis capable de vendre, voilà d'ailleurs combien j'ai déjà vendu, et voilà quel prix j'ai négocié avec mes clients.
Généralement, ça va être quelque chose qui va être organisé soit via des outils qui existent et dont on parlera, je pense, au setup. Vous allez entendre parler de PPA, de CFD. Ça va être un peu barbare, mais j'espère que mes camarades autour de setup vous donneront quelques clés de compréhension supplémentaires. Et puis vous allez avoir du coup des téléphones qui vont être décrochés. Ça va être du bilatéral. Voilà, j'appelle mon producteur éolien. Je lui demande combien il est capable de me livrer. Je vais appeler mon producteur solaire, etc. Ou alors je peux aller via des intermédiaires qui vont mettre en commun, centraliser ces acheteurs, ces vendeurs. Ça peut être fait aussi sur du contrat long terme. Généralement, ça va être plutôt des outils, ce qu'on appelle de couverture du risque. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça va être une intention de donner les moyens à un acteur qui va produire pendant 10 ans. Voilà, il sait qu'il va produire pendant 10 ans, il sait à quoi va ressembler plus ou moins son profil de production. Je fais du solaire, je regarde les prévisions météorologiques. Bon, mon profil de production, je sais qu'en général, sur cette saison, je suis capable de produire tant. En général, quand je regarde dans le passé, on a été capable de vendre à tel prix, donc je fais mon profil de production. Donc ça, c'est pour le panorama global. Vous allez avoir du coup ces bourses financières qui vont donner des contrats à long terme, qui vont mettre à disposition des contrats à long terme jusqu'à 10 ans pour que les acteurs puissent gérer leur risque-prix. Et puis après, vous allez avoir les contrats à plus court terme. Les contrats à plus court terme, ça va être le marché qui va être organisé typiquement par EPEXPOT, marché que mon équipe surveille quotidiennement avec grand plaisir, où la livraison a lieu dans les 2 jours maximum. Donc c'est des contrats du jour pour le lendemain ou des contrats jusqu'à 5 minutes avant le début de la livraison. Donc là, on comprend que déjà, on est sur un enjeu différent. Premier enjeu, on est sur du long terme. Il faut que je prévoie longtemps à l'avance. Il faut que je sois capable de prévoir et de vendre le longtemps à l'avance et de sécuriser une capacité de financement. Quand on rentre dans le court terme, forcément, l'électron, il change un peu de nature. Parce que là, mon enjeu, ça va être de m'assurer que ce que j'ai vendu en tant que vendeur, ça correspond à ce que je suis capable de produire. Encore une fois, je suis un parc éolien. Finalement, les prévisions météorologiques que j'avais prévues un mois à l'avance ont un peu bougé. Je vais produire un peu moins. Qu'est-ce que je vais faire ? Il va falloir que je trouve quelqu'un qui va, pour les 2 jours à venir, potentiellement même pour les 5 prochaines minutes, parce que mes prévisions météorologiques, la capacité effective à produire, elle va bouger tout au cours du temps en fonction de la réalité de la météo, en fonction de la réalité de mes capacités de production. Et là, il faut que j'aille sur le marché, il faut que j'aille quelque part, en tout cas, que ce soit appeler un autre producteur pour lui dire, là, j'ai un trou dans la raquette, il faut produire, il faut que je puisse livrer ces 10 kWh qui manquent. Ou alors, parce qu'on a besoin d'aller très vite, je vais aller dans une place de marché centralisée qui va réunir l'ensemble des acheteurs, l'ensemble des vendeurs qui vont plus ou moins mettre en commun leurs moyens. Et ça va permettre de rendre le mécanisme de découverte d'un vendeur et d'un acheteur un peu plus efficace. Et donc ça, c'est le fonctionnement d'une bourse. Typiquement, c'est aussi ce que vous allez trouver sur les bourses de marché financier. Spécificité ici, on a une livraison physique du sous-jacent et on va avoir des acteurs qui vont devoir livrer l'électron. Mais c'est pas fini. Là, je vous ai parlé, c'est un prix qui correspond aux besoins de livraison dans 5 minutes, à mon besoin d'être équilibré dans le réseau, de fournir l'électron à les prochaines 5 minutes. Après, vous allez avoir les opérateurs de réseau. Et là, on va avoir encore un autre type d'électron. Alors, l'électron, c'est toujours le même. Mais le besoin sous-jacent et la manière de donner un prix à cet électron va déjà changer un peu. On va avoir, par exemple, RTE en France. Sa mission, c'est d'éviter qu'on ait un blackout. Une de ses missions principales. Alors là, ce que RTE va devoir faire, c'est vérifier qui doit livrer quoi dans le marché, qui a dit qu'il allait livrer quoi, qu'est-ce qu'il est effectivement capable de livrer. Et puis là, je vais activer un certain nombre d'outils pour gérer cet équilibre. Je vais avoir des mécanismes de réserve, je vais avoir des mécanismes de compensation qui vont permettre de remplir les trous. Et là, quand je dois remplir les trous en temps réel, parce que là, l'opérateur de réseau, lui, c'est du temps réel, c'est vraiment là, dans la seconde qui arrive, il va devoir aller chercher quelqu'un qui va être capable de lui fournir cet électron qui manque. Ou alors se débarrasser de cet électron en trop. Et là, encore une fois, on est sur un prix de l'électron qui va être très différent. Généralement, plus on se rapproche du temps réel, plus l'électron va coûter très cher. On a eu dans des périodes de tension très très fortes, un mégawattheure qui va se vendre à près de 10 000 euros. C'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai partout en Europe, mais parce que, encore une fois, le prix de l'électron à ce moment-là, dans le temps, il est très différent. Donc voilà, ça me semblait très, très important déjà à ce stade-là de se dire quel est ce prix de l'électron, de quoi on entend parler. Ensuite, pour remettre un petit peu de perspective sur du coup, à quoi sert la bourse, je vais reprendre l'exemple d'un producteur du renouvelable. Ce producteur, il a vu ses prévisions météorologiques changer quotidiennement, heure par heure, puis au moment de la livraison.
du coup, deux choses. Là, il va pouvoir aller sur une place centralisée, sans faire de mauvaises comparaisons. On va vraiment avoir une espèce de place de marché où je vais avoir tout le monde autour de la table. Je dois aller très très vite. Donc ça, très bien. Mais ça se fait pas au niveau local. Ça se fait avec l'intention de réunir le plus de monde autour de la table pour s'assurer qu'on ait le plus de capacité à vendre et à acheter au même endroit. Et Epexpot, la bourse européenne, donc elle est européenne parce qu'elle opère l'ensemble, enfin pas l'ensemble, mais une grande partie des marchés européens, 13 marchés européens, et permet à ces acteurs-là non seulement de gérer ses besoins d'achat et de vente, mais aussi d'équilibrer un pays par rapport à un autre. Alors vous avez certainement déjà entendu parler, en tout cas les 2 dernières années, je pense qu'on n'a jamais autant parlé de ce sujet, c'est cette question d'interconnexion de réseau, capacité d'importer, d'exporter l'électricité. C'est vrai que la France a été un cas particulier avec une partie de son parc nucléaire, une partie non négligeable de son parc nucléaire malheureusement qui était en maintenance l'année passée et l'année précédente, qui a conduit la France à se retrouver déficitaire par rapport à ses pays voisins, alors que la France est normalement un net exportateur, ce qui a rendu plus importante encore, plus cruciale, cette question de la capacité des pays européens à être solidaires et à utiliser ces interconnexions de réseau. Mais encore une fois, c'est des câbles, donc c'est des contraintes. On ne peut pas faire passer plus que la capacité du câble à transmettre ces électrons. Et ensuite, si vous rajoutez à cette complexité, donc vous avez des câbles un peu partout sur les frontières, partout en Europe, il faut rajouter à cette complexité que vous allez avoir un grand nombre d'acteurs qui vont être connectés à ce réseau et qui vont participer à l'alimenter. Et donc là, encore une fois, la difficulté, et ça va être une autre partie du métier de la bourse, ça va être de mettre en commun l'ensemble des informations, l'achat, la vente d'électricité, mais aussi sur la capacité de ces réseaux interconnectés. Quelle est la capacité restante? Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la frontière France-Allemagne? Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la frontière néerlandaise, belge, etc., pour pouvoir permettre l'ensemble des électrons de circuler. Voilà pour le panorama globalement, mais je pense que probablement le message principal, là, c'est que c'est très compliqué. C'était pas l'intention, mais j'espère que ça vous a donné quelques clés de compréhension. Je voudrais juste finir en ouvrant quand même sur l'enjeu majeur de cette table ronde. C'est maintenant qu'on a compris ça, comment on fait participer, comment on facilite la pénétration des acteurs producteurs d'énergie renouvelable dans ce schéma, cette architecture de marché qui est particulièrement complexe. Là, le grand travail, ça va être effectivement de les accompagner autant que possible. Les accompagner en leur permettant d'accéder à ce marché-là, pour pareil leur permettre d'acheter ce qui leur manque, de vendre le surplus, mais aussi de trouver des solutions, notamment de flexibilité. C'est quelque chose qui va manquer beaucoup dans la réforme. Je vais laisser mes camarades vous parler un peu plus de cette réforme encore. Mais la réforme a été peu ambitieuse justement sur les moyens que se donne l'Europe, les acteurs européens, sur les investissements qui doivent être faits pour accompagner cette transition énergétique. Et quelque chose que j'observe quotidiennement avec mon équipe, c'est la problématique de la congestion des réseaux, de la tension sur les réseaux, qui est apportée par l'intermittence des acteurs du renouvelable. Donc cette production est attendue naturellement. Mais en revanche, pour décongestionner le réseau et pour permettre de meilleurs investissements et une pénétration plus forte encore, je pense qu'il est très important d'insister davantage encore sur cette flexibilité du réseau et donc des moyens de stockage supplémentaires, permettre aux acteurs qui disposent de batteries de les connecter au réseau, etc. aussi. Et pour ça, malheureusement, à ce stade-là, la réforme est encore un peu timorée. Voilà. Merci Vincent Verbali. Alors, vous avez commencé à évoquer les acteurs du renouvelable. On en a une représentante à la table. Béatrice Delpech, vous êtes directrice générale adjointe d'Enercoop. Alors, chez Enercoop, vous revendiquez haut et fort d'être le seul fournisseur d'électricité qui appartient à ces sociétaires. Vous suivez un modèle décentralisé avec 11 coopératives locales en France et vous soutenez financièrement des projets de production d'énergie renouvelable pour encourager une transition locale et citoyenne. Alors, du point de vue d'un acteur comme vous, sur quoi cette réforme a-t-elle permis d'avancer et qu'est-ce qui manque encore, notamment au plan français ? Alors, je vais répondre à votre question, mais peut-être d'abord pour les gens qui sont dans le fond et qui ont très chaud et qui sont debout, il reste au moins 8 places vides assises devant. Si vous voulez vous avancer, vous le pouvez. Et je vais dire également un petit mot de plus. Vous avez très bien présenté Enercoop, mais je vais ajouter que si on est effectivement le seul fournisseur d'électricité qui appartient à ces sociétaires, c'est parce que nous sommes un réseau de coopératives. Et même pas n'importe quelle coopérative, nous sommes des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont des coopératives qui poursuivent un but d'intérêt collectif et qui ont la particularité d'associer toutes les parties prenantes de leur projet à leur gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous connaissez peut-être plus les SCOP, qui sont une autre forme de coopérative qui permettent à des salariés d'être les sociétaires de
leur boîte. Dans les SIC, sont associés à la gouvernance les salariés, bien sûr, mais aussi, par exemple, pour nous, les producteurs d'électricité, les clients qui nous fournissons de l'électricité, nos partenaires, les collectivités locales, très intéressant quand on veut développer un modèle décentralisé. Donc toutes les parties prenantes de nos projets peuvent rentrer à la gouvernance des Enercop et donc participer à nos projets de transition énergétique. Donc effectivement, on dit haut et fort, comme vous le dites, que nous ne rémunérons pas d'actionnaires et nous appartenons à nos sociétaires, ce qui nous donne une place un peu à part dans le paysage des acteurs de l'électricité, puisque nous intervenons sur l'ambition d'avoir une gestion non capitaliste de l'énergie. Donc cette forme est très importante. Maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, je vais répondre à votre question. Qu'est-ce qui manque dans cette réforme de l'énergie, cette réforme du marché européen de l'énergie? Il manque beaucoup de choses. Alors peut-être en creux, avant de dire ce qui manque, on va dire qu'est-ce qu'on en attend. Qu'est-ce qu'on attend d'une régulation de l'énergie quand on porte comme nous un projet sociétal de gestion non capitaliste de l'énergie? On attend qu'une régulation efficace et utile du marché, pour nous, doit poursuivre 4 objectifs. En premier lieu, une régulation, ça doit permettre de réduire notre consommation énergétique en faisant la promotion d'un modèle qui soit plus sobre et plus efficace. Il faut vraiment travailler à la maîtrise de nos usages. Encore une fois, il ne s'agit pas de remplacer tous nos véhicules thermiques par des véhicules électriques. Il s'agit de réfléchir à la nécessité qu'on ait encore tous un ou plusieurs véhicules. Et plus efficace aussi parce qu'aujourd'hui, on a de grosses lacunes sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments et donc il faut impérativement travailler également sur ces sujets-là. Deuxième objectif pour nous d'une régulation intéressante du marché, c'est de permettre de tendre vers un mix 100% renouvelable à horizon 2050. Comme ça, ce n'est pas tout à fait assez ambitieux. On voudrait qu'en plus, cet objectif de mix renouvelable à 2050, il soit fait en associant les citoyens et les collectivités locales. Troisième objectif pour nous important d'une régulation du marché, ce serait évidemment de garantir la stabilité des prix pour les consommateurs. Non seulement, mon voisin l'a dit, les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années, mais en plus, ce qui est très compliqué pour les consommateurs, c'est qu'ils sont très fluctuants. C'est très compliqué d'avoir une vision à long terme de sa facture d'électricité parce que ça ne cesse d'évoluer. Donc, un objectif pragmatique de régulation du marché, ce serait de réussir à obtenir une stabilité des prix pour les consommateurs. Et enfin, dernier objectif qui nous paraîtrait intéressant, c'est évidemment d'inciter les acteurs du marché à investir dans la production d'énergie renouvelable, puisque nous sommes très en retard sur nos objectifs et qu'il faut absolument augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique. Donc de ce point de vue-là, au regard de ces ambitions, force est de constater que la réforme du marché européen accuse plusieurs manques. Elle n'est pas assez ambitieuse. Les discussions ont été menées tambour battant et donc sans surprise, quand on va vite, on n'est pas très ambitieux. Et notamment, cette réforme ne propose pas une réforme en profondeur du fonctionnement du marché. Typiquement, on n'y trouve aucune mesure structurante en matière de sobriété, aucune mesure structurante en matière d'efficacité, assez peu de choses sur le développement des énergies renouvelables et assez peu de choses sur l'implication des citoyens, même si j'y reviendrai quand je dirai quand même de choses positives sur cette réforme. Il y a quelques avancées pour les énergies renouvelables citoyennes. Cette réforme, elle s'est centrée sur, c'était l'urgence, la flambée des prix. Et donc cette réforme, elle est centrée sur des mesures qui vont venir essayer de limiter l'impact de la crise des prix. Mais paradoxalement, cette réforme laisse les consommateurs tout à fait encore soumis aux fluctuations du marché. Ce n'est pas une réforme qui en a profité pour se dire, tiens, si on décorrélait une fois pour toutes l'électricité des fluctuations du marché. Alors certes, il y a des dispositifs ad hoc qui peuvent être pris par les États, les boucliers, les choses comme ça, et qui vont venir compenser les effets des flambées des prix, mais on ne fait jamais de prévention de ce type d'aléas. Et puis enfin, le dernier point qui est sans doute celui qui devrait le plus nous préoccuper collectivement en tant que société, c'est que cette réforme, elle continue de promouvoir les centrales qui sont les plus polluantes, les centrales à charbon, les centrales au gaz, qui peuvent continuer à bénéficier de subventions. Et ça, c'est quand même en contradiction complète avec l'urgence climatique et l'urgence de l'adaptation qui est redevenue un peu sur le devant de la scène avec le rapport de la Cour des comptes rendu avant-hier. Donc de notre point de vue, cette réforme, elle passe à la fois à côté de l'enjeu climatique et à la fois à côté de l'enjeu de
proposer une régulation efficace et d'intérêt général du marché. Alors une fois que j'ai peint un tableau bien noir, il faut mettre un peu de lumière, parce que le noir n'est rien sans la lumière. Il y a quand même quelques points positifs dans cette réforme. Je vais en donner 2, c'est déjà pas mal. Le premier point, c'est qu'il y a une avancée pour les communautés énergétiques et l'énergie citoyenne. Nous, chez Enercop, on essaye de promouvoir à chaque fois que c'est possible des projets de production à gouvernance locale. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on essaye à chaque fois que c'est possible de ne pas se contenter d'appeler les citoyens aux capitaux des projets, mais d'entrer à la gouvernance. Ça veut dire que concrètement, on va mettre autour d'une table des résidents, des collectivités, des entreprises, et ils vont ensemble décider de ce qu'ils ont envie de faire comme projet de production, à quoi va servir l'électricité qu'ils vont produire, où est-ce qu'ils vont l'implanter sur leur territoire, qu'est-ce que ça va alimenter, à qui ils vont vendre le surplus. C'est un projet collectif, c'est un projet de territoire. La réforme, l'accord conclu en décembre, propose des avancées de ce point de vue-là, puisqu'on clarifie notamment les droits et les obligations des acteurs qui souhaitent partager de l'énergie entre eux. Donc ça, c'est une avancée qu'on attendait et quand même, on la salue. Deuxième avancée, mais qui va être une avancée en demi-teinte. J'ai dit que je mettrais un peu de lumière, là je vais mettre une lumière un peu tamisée. L'Union européenne encourage les États membres à favoriser l'accès des petits acteurs aux PPA, les Power Purchase Agreements, qui sont des contrats de gré à gré long terme, qui permettent de contractualiser, par exemple de mon point de vue de fournisseur d'électricité, ça me permettrait de contractualiser sur 20 ou 30 ans avec un producteur à un prix qui sera fondé sur son prix de production, et donc décorrélé des aléas du marché. Vous avez compris que c'est notre objectif. Et donc de conclure un contrat sur 30 ans, ce qui va être tout à fait notable pour le consommateur final, puisqu'on sait le prix auquel on achète l'électricité pendant 30 ans. Donc l'Union européenne dit qu'il faut absolument développer ce type de contrat. Et ça, on en est bien d'accord, mais en revanche, et c'est là que la réforme n'est pas tout à fait assez ambitieuse, elle ne donne aucun objectif contraignant, ni aucun levier pour réussir à atteindre cet objectif. Or, en France, on voit bien que la France est le dernier pays de la classe, le dernier élève de la classe, pardon, dans les États européens. On est le pays qui a le moins développé ce type de contrat. Il me reste 2 minutes. Parce qu'on est un pays qui a mis en place aucun dispositif d'aide publique pour le faire. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Il existe un fonds de garantie qui permet schématiquement à Total de fournir de l'électricité à Arcelor sur un contrat de gré à gré long terme dont on connaît le coût à l'avance pendant 30 ans. C'est super pour ArcelorMittal. Mais ce qui est assez étonnant, je dirais, c'est que ce fonds de garantie, il a été annoncé par Bruno Le Maire à peu près au même moment où il était parti en vacances au Pays Basque et il s'était étonné que son boulanger ne puisse pas payer sa facture d'électricité. Eh ben ouais, mais si on pouvait faire bénéficier son boulanger d'un contrat à long terme de 30 ans, il aurait moins de mal à payer sa facture d'électricité. Donc nous, chez Enercop, on porte une proposition pour développer un mécanisme de garantie, je rentrerai peut-être dans le détail au moment des questions si ça vous intéresse, pour démocratiser ces contrats de gré à gré long terme et permettre de faire bénéficier le plus grand nombre de contrats d'électricité décorrélés des prix de marché, dont on connaît la valeur sur du long terme et qu'on aura construit autour du coût de production dans une logique à la fois de circuit court et de commerce équitable. Merci Béatrice Delpech. Alors, Pauline Maurus, vous êtes directrice du pôle énergie au cabinet Hugo Lepage. Vous travaillez au quotidien avec des producteurs d'électricité. En quoi cette réforme, à vos yeux, elle est porteuse d'opportunités et en quoi est-ce qu'elle permet, selon vous, de protéger les consommateurs ? Alors effectivement, nous au cabinet, on a pas mal suivi la réforme parce qu'on accompagne des producteurs d'électricité, d'énergie renouvelable en premier lieu. Ça a intéressé aussi beaucoup la partie de notre clientèle publique, toutes les collectivités territoriales, notamment pour tout ce qui est production d'électricité décentralisée qui vient juste d'être évoqué. Et on accompagne également des petits fournisseurs d'électricité alternatifs qui étaient très intéressés des évolutions de la réforme. Donc peut-être avant de effectivement aborder les différentes mesures qui me paraissent intéressantes pour cette typologie d'acteurs, quelques mots préalables sur comment moi je vois l'approche qui a été retenue par cette réforme. On peut y voir du positif et du négatif. C'est une réforme qui laisse beaucoup de flexibilité à la fois sur le fond et sur la temporalité. Sur le fond, c'est ce qu'ont dit mes prédécesseurs,
On a des grands objectifs, des beaux objectifs très nobles qui sont fixés dans cette réforme, mais beaucoup de flexibilité, de souplesse qui sont laissées aux États membres pour mettre en œuvre, pour définir les moyens d'atteindre ces objectifs. Alors, effectivement, on peut être un peu dubitatif quand on est des acteurs du renouvelable en France, parce qu'on est souvent confronté à des obstacles, mais on peut aussi se dire que certains États, et la France notamment, ont les moyens de, s'ils le souhaitent, aller dans le sens de mettre en œuvre des moyens assez ambitieux pour atteindre ces objectifs. À nous de porter la voie pour que le gouvernement et les législateurs nous suivent dans cette voie. Donc ça, c'est sur le fond, donc beaucoup de souplesse dans les moyens, mais également dans la temporalité. Au-delà des délais de transposition qui sont habituels dans une directive, il y a toujours 1 an, 2 ans de transposition, donc ça laisse déjà un peu de temps avant qu'on voit les effets d'une réforme. Là, encore une fois, la réforme vient prévoir un système de jalons. On a des clauses de revoyure carrément qui sont prévues. On a des points d'étape, des rapports d'évaluation. Et à l'issue de toutes ces échéances, on prendra des mesures complémentaires pour aller dans le sens de l'atteinte des objectifs. On peut se dire que ça manque un petit peu d'ambition, mais en même temps, ça permet de ne pas rester bloqué, d'avancer, de lancer la réforme et puis de la renforcer au fur et à mesure. On aurait pu retenir une approche différente, c'est-à-dire avoir une énorme étude d'impact de la réforme, prendre 2 ans pour évaluer l'ensemble des mesures à mettre en œuvre et les définir de manière obligatoire et définitive. Mais ça aurait pris beaucoup de temps et on n'aurait pas engagé grand-chose. Donc j'y vois un peu de positif de me dire au moins, cette réforme a quand même été... il y a eu beaucoup de tensions entre les États européens sur ce sujet, notamment la France avec d'autres États sur la place du nucléaire dans la réforme. Mais néanmoins, malgré ces tensions, on a réussi à sortir une réforme du marché de l'électricité de façon assez rapide. Donc laissons peut-être vivre un petit peu cette réforme, laissons les États s'en saisir, essayons d'accompagner les États pour se saisir de cette réforme et voyons ce que donneront ces jalons et ces échéances que j'ai mentionnées. Donc ce qui est intéressant, une fois qu'on a dit ce préalable, c'est de voir dans les grandes mesures qui sont envisagées, où se place la France, où se place l'Union européenne et quels sont les grands jalons. Première grande série de mesures qui nous a intéressés vis-à-vis des acteurs qu'on accompagne, c'est effectivement la volonté très forte de développer le marché long terme via des outils contractuels principalement. C'est des outils qui sont très intéressants pour atteindre plusieurs objectifs, stabiliser les prix, développer les énergies renouvelables notamment. C'est des outils qui finalement participent à un cercle assez vertueux parce qu'on va permettre aux consommateurs de négocier, maîtriser, stabiliser des prix sur une longue durée. On va permettre à des fournisseurs d'électricité de sécuriser une partie de leur approvisionnement. Et puis on va permettre à des producteurs d'avoir une visibilité suffisante pour se lancer dans des investissements ambitieux. Donc, sur la base de ce cercle vertueux, plusieurs contrats sont mis en valeur. Il y a les PPA qui ont été abordés préalablement. Donc, effectivement, maintenant vous connaissez parfaitement ce sigle, donc les Power Purchase Agreements. On vous l'a dit, la réforme incite les États européens à développer fortement le recours à ces contrats, et pas uniquement pour les gros consommateurs, mais ouvrir l'accès à ces contrats, y compris pour des petits producteurs, des petits consommateurs. On peut se dire que de ce point de vue-là, en France, on a quand même engagé la démarche. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je le conçois. Mais quand même, jusqu'à cette année, il n'y avait absolument aucun cadre réglementaire français sur le développement de ces contrats. Avec la loi, je sais que vous étiez là à la table ronde précédente qui parlait de la loi d'accélération des ENR, la loi APER, donc vous avez peut-être entendu parler du contenu de cette loi sur les PPA. Donc ça vient prévoir un cadre réglementaire pour ces contrats. Jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun cadre, ce qui était très insécurisant pour la plupart des acteurs, notamment pour les petits acteurs, comme les collectivités territoriales, qui ont besoin pour se lancer dans ce typologie de projet de sécurité juridique et de visibilité juridique. Donc d'ancrer dans la loi un cadre réglementaire, une existence de ces contrats, alors c'est pas tous les PPA, c'est uniquement les corporate PPA, c'est ceux qui sont conclus directement entre un producteur et un consommateur. Le PPA dépasse largement ce cadre-là, mais en tout cas pour
pour ces corporate PPA, on a désormais ce cadre français qui permet au moins de sécuriser une partie des acteurs, notamment les collectivités territoriales. Depuis cette réforme, en tout cas dans ma vision, dans les acteurs que j'ai à connaître, ça a déclenché plusieurs volontés de développement de PPA, notamment chez les acteurs publics. Outre les PPA, il y a un deuxième contrat à long terme qui est cette fois-ci non pas encouragé, mais qui est imposé pour les acteurs de l'énergie. C'est les Contract for Difference, c'est CFD. En français, je vous le donne aussi parce que il faut le retenir. Contrat d'écart compensatoire bidirectionnel. Donc ça, on est plus sur des contrats de vente d'électricité. Là, on est sur des contrats, des instruments financiers, de soutien financier. C'est des contrats qui vont être passés entre les pouvoirs publics et des producteurs d'électricité pour soutenir les investissements. Désormais, le recours à ces contrats pour les nouvelles installations de production d'énergie renouvelable ou décarbonée sont obligatoires. C'est le seul mécanisme de soutien autorisé pour ces projets-là. Ça reste facultatif lorsqu'on est sur des projets de rénovation. Donc l'intérêt de ces contrats, c'est une garantie pour le producteur d'avoir une compensation financière si la vente de son électricité sur le marché est inférieure à un seuil qui est défini. Donc c'est vraiment une sécurité financière pour les producteurs. Et inversement, et là c'est une nouveauté, on va imposer que ces contrats soient bidirectionnels pour éviter les profits excessifs pour les producteurs d'électricité. C'est un grief qu'on a souvent fait aux producteurs d'électricité, de faire des profits exceptionnels en période de crise. L'avantage de ces contrats bidirectionnels, c'est que dès lors qu'on va vendre au-delà, cette fois-ci, d'un seuil plafond, on devra rembourser les pouvoirs publics de ce surprofit qui aura été réalisé. Et ce surprofit devra être utilisé de façon directe et indirecte au bénéfice des consommateurs finaux. Deuxième série de mesures, je le dis très rapidement parce que je ne sais pas si on aura l'occasion de réaborder ce sujet, c'est toutes les séries de mesures qui sont en faveur des consommateurs, toutes les mesures de garantie et de protection sociale qui sont dans cette réforme. Donc évidemment, il y a toute une série de réformes qui concernent les acteurs vulnérables, en précarité énergétique, les PME. C'est évidemment nécessaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aussi dans la réforme des mesures qui viennent changer un peu la perspective qu'on a sur le rôle d'un consommateur. On parle désormais de consommateur pour désigner le consommateur qui va pouvoir interagir directement dans ce marché de l'électricité. On va lui accorder des contrats, lui laisser le choix avec toute une série de contrats, notamment des contrats où il peut participer directement à la flexibilité. On parle de flexibilité, de gestion active de la demande. Donc on va renforcer le rôle du consommateur dans la gestion de la flexibilité du réseau et donc finalement dans la pénétration des ENR. Il y a plusieurs mesures en ce sens-là qui viennent favoriser ce rôle actif du consommateur. Et pour nous en tant que porteurs de projet, c'est vraiment des mesures qui sont intéressantes. Je m'arrête là. Merci Pauline Morus. Alors, Anne de Bréjas, vous êtes ingénieure économiste de l'énergie à EDF et porte-parole du syndicat Sud. Votre point de vue risque de trancher avec ce qui vient d'être exprimé. Pour vous, cette réforme ne change pas grand-chose au problème de fond, dans la mesure où elle ne remet pas en question le principe concurrentiel qui s'applique aujourd'hui à l'électricité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Alors, je voudrais d'abord préciser que je ne m'exprime pas au nom d'EDF. J'ai une vision assez différente de la direction actuelle de mon entreprise, on va dire. D'abord, je voudrais replacer un petit peu le cadre dans lequel est arrivée cette réforme des marchés. On avait quand même une crise majeure qui a secoué toute l'Europe et qui est arrivée avant l'invasion en Ukraine. C'est arrivé dès le printemps 2021 parce que les prix du gaz ont flambé pour des raisons de reprise économique et qu'on est dans un système que tout le monde aujourd'hui juge aberrant où les prix de l'électricité dépendent essentiellement du prix du gaz. Alors pourquoi ? Parce que ça dépend en fait, le prix c'est ce que ça coûte de produire une unité supplémentaire d'électricité. Et comme quand, à un instant donné, toutes les centrales les moins chères produisent déjà à plein, la seule qui peut produire une unité de plus, c'est la plus chère en service, c'est une centrale à gaz. Et c'est pour ça qu'on a donc un prix qui est basé, qui est extrêmement dépendant du prix de l'électricité, alors même qu'en France, on produit très peu avec de l'électricité. On a des coûts de production qui sont très stables.
Alors, on a eu une année exceptionnelle en 2022 avec un problème sur le parc nucléaire qui a fait que les coûts ont augmenté de manière assez importante, mais ça n'a été qu'un an et ça n'a pas du tout été dans les proportions dans lesquelles les prix ont flambé. Donc, dit autrement, si on était resté dans le système d'avant où bêtement les prix reflétaient les coûts, il n'y aurait pas eu de crise, il n'y aurait pas eu d'envolée des factures. Hein. Donc, c'est vraiment de ça qu'on parle. Cette envolée a provoqué des faillites en cascade. Enfin, on a vu les boulangers, mais en fait, c'est tout un tas d'artisans, de petites entreprises. Et ça continue encore aujourd'hui. Il y a eu des délocalisations de grandes entreprises. Il y a eu des collectivités qui se sont retrouvées avec des factures multipliées par 4, 5, certains 10. Et donc, qui ont, par exemple, bloqué tous les investissements en matière de transition énergétique parce qu'ils n'avaient plus les moyens de faire de l'investissement. Les industriels aussi qui nous disent... Pour aller vers la décarbonation, il faut qu'on électrifie nos procédés. Et pour ça, et ça a été dit, il faut absolument de la visibilité sur les prix. Et avec les prix actuels, où on n'est même pas capable de prévoir ce qui seront demain, on ne peut pas faire ces investissements. Donc c'est vraiment aussi un problème pour la transition énergétique. Et puis évidemment, ça a alimenté énormément l'inflation dont on souffre encore aujourd'hui. Donc on avait un problème vraiment massif, je dirais. Et je rajoute à ça que donc, on a payé des prix 2-3 fois ce que ça coûte. L'État a dû intervenir vous avez entendu parler des boucliers tarifaires, les particuliers ont été un petit peu plus protégés que les autres parce que l'État est intervenu. Mais enfin, encore aujourd'hui, on continue à payer le prix de l'électricité plus de deux fois ce qui coûte à produire en France. Et pourtant... On a dépensé donc 40 à 50 milliards d'euros d'argent public qui aurait été quand même bien utile, par exemple, à financer les hôpitaux ou à financer des investissements nécessaires dans la transition énergétique. Donc on est vraiment face à un énorme problème et il ne faut pas penser que c'est arrivé là en 2021. En fait, depuis le début, depuis la mise en place des marchés, on va de crise en crise. Alors évidemment, celle-là fait oublier toutes les autres parce qu'elle est absolument énorme, mais on n'a pas arrêté d'aller de crise en crise. Pourquoi ? Parce que quand on a des prix différents des coûts, eh bien, quand les prix sont largement supérieurs aux coûts et s'envolent, ce qu'on a connu dernièrement, c'est les consommateurs qui trinquent. Et quand les prix s'effondrent, ce qui s'est passé à d'autres époques, s'effondrent parfois sous le coût de production, c'est les producteurs qui ne peuvent plus vivre. Donc, on a fini par avoir... alors, en fait, on n'a jamais eu un marché parfait. Il y a toujours eu des mécanismes hors marché de contournement, puisque les rustines se sont ajoutées au fur et à mesure qu'on découvrait les problèmes. On a, par exemple, déjà des contrats à long terme, des CFD, sur toutes les énergies renouvelables, pratiquement, quoi. On a un plafonnement du prix du nucléaire, enfin on a déjà un système régulé, et malgré cette régulation partielle, on a eu cette crise majeure. Alors, bon, pour moi, le cadre de la réforme, il n'est pas bon parce qu'on ne remet pas en cause, on ne tire pas vraiment le bilan de cette mise en concurrence, qui partait quand même d'un système, à l'époque, qui fonctionnait bien à EDF. Alors, on peut parler de la faible pénétration des renouvelables, etc., mais sur l'exploitation même du parc, c'était reconnu, le monopole public était reconnu comme fonctionnant très bien, d'un point de vue technico-économique. Alors, maintenant, je vais rentrer dans le détail de la réforme. Alors, pour moi, elle manque complètement sa cible, ça a été dit. Hein. C'est-à-dire qu'on nous a dit, bon, là, c'est pas possible, des prix qui sont complètement déconnectés des coûts comme ça. On va essayer de garantir aux consommateurs des prix le plus stable possible et qui reflètent, si possible, les coûts, et aux producteurs, la même chose pour garantir leurs investissements. Résultat, alors pour les consommateurs, c'est pas du tout ça, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours des fournisseurs en concurrence. Alors il y a eu plusieurs émissions à la télé récemment qui montrent les méthodes absolument scandaleuses de tout un tas de fournisseurs. Hein. Et je parle pas d'Enercop, bien sûr, mais enfin avec des démarchages frauduleux, des marges pas possibles, mais indépendamment de ça, les fournisseurs, leur activité, ça consiste à acheter pour revendre de l'électricité. C'est une activité qui n'existait pas avant. Pour faire de la marge comme ça, quand on ne produit pas, qu'on ne peut pas stocker, qu'on ne peut pas choisir son électricité, ben on est obligé de spéculer et de faire du démarchage. Donc, et en plus de ça, ça crée des grosses inégalités, puisque selon la façon dont on aura négocié ou selon la date de fin de contrat, c'est ça qui s'est passé. Si on a le malheur d'avoir un contrat à renouveler au moment où les prix sont hauts, eh bien on va avoir des prix complètement différents selon les consommateurs. Donc ça, c'est pas réglé. On a toujours des fournisseurs alternatifs. Les tarifs réglementés de vente qui restent encore uniquement pour les plus petits clients qui ont malheureusement été abîmés parce que, sous prétexte de concurrence, eux-mêmes, même ces tarifs réglementés ne reflètent plus les coûts mais sont indexés partiellement sur les prix de marché pour faire de la place en fait à la concurrence. Hein. Mais disons que ça protégeait encore un peu. Et puis surtout, l'État pouvait mieux les contrôler. Et bien ça, dans la réforme, il y a eu des débats autour de ces tarifs réglementés de vente. Le résultat, c'est qu'ils sont toujours inscrits comme temporaires, pour ceux qui restent. Ils ont été supprimés un peu de force au grand
consommateurs. Mais dans la réforme, il est prévu quasiment qu'ils vont disparaître. Enfin, en tout cas, il y aura une clause de revoyure, je crois, fin 2025, et la Commission européenne doit décider un peu de ce qui va se passer, mais tout le monde s'attend à ce qu'ils disparaissent comme ils ont disparu pour le gaz, parce que c'est contraire au principe de concurrence, simplement. Et ça a été dit, les prix aux consommateurs continuent à être indexés sur les prix de marché. Et puis, bon, il n'y a pas de question d'équité, alors que l'électricité, c'est quand même un bien de première consommation. Le code de l'énergie dit que ça doit être géré dans des conditions d'équité, et quand il y a de la concurrence comme ça, ce principe-là est oublié. À l'amont, côté producteur, donc, effectivement, la grande avancée, c'est les PPA. Enfin, moi, je pense que c'est une catastrophe, ces PPA, je vous le dis franchement. Hein. Enfin, il y a quand même un énorme problème dans les PPA. Il y en a de nombreux, mais pour moi, le plus gros, c'est que le système électrique, c'est quoi ? On a besoin de tout un tas de centrales très différentes les unes des autres, avec des spécificités différentes. Il y en a qui sont faits pour faire de la base, une production assez stable. Il y en a qui sont faits pour intervenir très ponctuellement et donc qui sont très chers. Même dans les centrales renouvelables, il y en a qui produisent l'hydraulique, il y en a qui produisent à 25 € du mégawattheure, d'autres beaucoup plus. Même dans les centrales éoliennes, en mer, on a des ratios, certaines produisent à 50, quand d'autres produisent à 150. Enfin bref, des coûts très différents. Et si on commence à dire telle centrale, ça sera pour tel groupe de consommateurs et telle centrale, ça sera pour tel groupe de consommateurs, on sent bien qu'il va quand même y avoir un problème. C'est-à-dire que certains consommateurs, évidemment les plus gros, pas forcément même français, vont se capter les centrales les moins chères et il va rester les plus chers pour les autres. Parce que dans tous les cas, il faut bien régler le coût total de la production. Donc pour moi, ça ne va pas du tout. En plus, c'est d'une complexité invraisemblable. C'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à le développer. On dit que c'est des contrats long terme, mais enfin, 20 à 30 ans, qui peut s'engager sur 20 à 30 ans ? Donc ce qu'on voit plutôt, c'est que c'est des durées qui sont plutôt de l'ordre de 4, 5, voire 10 ans. Et donc ce n'est pas suffisant pour engager non plus des investissements. Bon, voilà, en plus, il y a des problèmes techniques dans lesquels je ne peux pas rentrer, mais c'est un problème. Je dirais que la moins pire des solutions là-dedans, c'est les CFD, donc ce qu'on appelle les CFD, de manière archi compliquée. Mais en fait, globalement, c'est quoi les CFD ? C'est des contrats à long terme publics où l'État garantit aux producteurs plus ou moins un prix fixe sur toute la durée de vie de l'installation. C'est ce qui existe aujourd'hui pour les renouvelables. C'est comme ça qu'ils se développent. Hein. Essentiellement, c'est comme ça qu'ils se développent et qu'ils se sont développés partout en Europe. Parce que pour investir sur du long terme, on a besoin d'une garantie de revenus. Donc ces CFD, ils existent, mais pas dans toutes les filières. Par exemple, ils n'existent pas sur l'hydraulique, sur tout le stockage, ça, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et même des CFD, ça permet de garantir les revenus, mais ça permet moins de garantir les revenus que si on avait un acteur public qui peut mutualiser tous les risques et qui sait prévoir la production totale, alors que la production de chaque centrale, elle dépend de tout un tas de facteurs. Donc voilà, pour moi, c'est un énorme problème. Et surtout, le problème, donc là, tel qu'on est, si le prix du gaz reflambe demain, on est exactement dans la même situation que la situation dans laquelle on était avant la réforme. Il se trouve que les prix du gaz sont bas, personne n'est capable de dire, comment ils seront demain. Et bon, je voudrais terminer juste pour dire, il y a quand même un éléphant dans la pièce dont personne ne veut jamais parler, c'est-à-dire qu'il existe une façon très simple de sortir de tous ces problèmes, une méthode qui est meilleure en tout point avec ce qui est présenté, c'est-à-dire en revenir à un système public pour l'exploitation de la production. Voilà. Des moyens de production qui appartiennent au public, alors à l'État ou à des collectivités locales, qui est administré par un opérateur public, qui reste intégré dans les mécanismes d'échange européens. Donc ça ne changera rien pour les imports-exports et ça ne changera rien pour le marché européen, qui ne s'occupe pas de la construction, c'est-à-dire que tout ce qui est fait, de l'accompagnement citoyen, de projets, de développement, ça reste en dehors de l'exploitation, mais il peut y avoir des appels d'offres pour la construction des centrales, mais une fois qu'elles sont là, elles appartiennent au public, elles sont exploitées par le public, et il y a des tarifs réglementés pour tout le monde qui, en fait, mutualisent tous les coûts et ils divisent en nombre par le nombre de kilowattheures. Voilà, merci. Alors, merci Madame de Bréjas. Avant de prendre des questions du public, est-ce qu'il y a des réactions chez notre panel d'intervenants, chez les 3 premiers intervenants qui veut commencer ? Madame Delpech ? Je veux bien parce que ça va être directement en rebond avec le dernier point d'Anne de Bréjas. Je ne vais pas défendre la concurrence. Enercop a été créé justement parce que des gens qui venaient des Amis de la Terre, de Biocop et de Greenpeace, donc des gens avec une sensibilité écologiste très forte, étaient assez inquiets au moment de l'ouverture du marché à la concurrence de ce que ça allait donner, de laisser l'électricité qui est un bien commun au soubresaut du marché. Mais néanmoins, j'ai envie de poser la question de manière un peu différente que la manière dont vous l'amenez.
et de me méfier un peu d'un débat trop binaire hein, qui placerait le monopole public centralisé comme nécessairement vertueux, en opposition à la libéralisation effrénée qui a certes fait apparaître des fournisseurs peu scrupuleux. Si on en reste à cette dichotomie un peu binaire, on oublie de poser une question qui est une question pour nous essentielle, qui est la question de savoir quel est le modèle, quelle est l'organisation qui permettrait d'avoir le plus de décentralisation et également le plus de participation citoyenne dans l'objectif d'obtenir un mix 100% renouvelable à l'horizon 2050. Je trouve que ça permet de sortir un peu d'une opposition trop binaire, monopole public super vertueux et libéralisation effroyable et catastrophique. Je me permets de prendre le micro du coup. Allez-y. J'ai quelques points que j'ai notés. Je ne vais pas revenir sur tous les points, sinon on y est encore pour 1 heure ou 2, je pense. Mais je vais vous épargner ça. Quelques points que j'ai notés. Le premier d'abord, c'est, j'ai pas eu l'occasion au début de faire ce point, c'est sur le contexte global de cette régulation. Je pense qu'il y a une espèce de consensus qui doit émerger en dépit des divergences de vues sur le fait que cette réforme n'est pas complète, elle n'est pas tout à fait aboutie, elle est ambitieuse et en même temps elle ne se donne pas les moyens. Bien comprendre malheureusement qu'on est sur un marché, comme vous l'avez entendu, qui est très très complexe et qui repose sur des infrastructures. Qu'on soit un producteur, qu'on soit un opérateur de réseau, c'est basé sur des infrastructures. Donc quand on pose la question de l'organisation, de l'architecture du marché, forcément, on se pose la question de l'investissement qu'on est capable de faire dans les infrastructures de marché. Et là, quand on essaie de répondre à cette question soudainement parce qu'il y a une crise et qu'en 6 mois, on essaie de trouver des réponses à des questions qui méritent 20 ans d'impact analysis, il se passe ce qui s'est passé ici, c'est que finalement, la réforme propose essentiellement qu'on réfléchisse tous ensemble. Bon, très bien, on va réfléchir tous ensemble. J'ai parlé un peu plus tôt de certains sujets, notamment de la flexibilité, qui est un enjeu majeur, puisque c'est ce qui permet à des énergies intermittentes comme le renouvelable d'être accompagnées de moyens de gérer ces productions et d'alimenter le marché, trouver des acheteurs et des vendeurs de manière beaucoup plus continue. Bon, là, ce qui est proposé dans la réforme, c'est simplement, encore une fois, que les pays, chacun de son côté, réfléchissent à des solutions. Bon, c'est un exemple assez parlant, je pense, des limites de cette réforme. Ensuite, pour revenir sur les points qui ont été mentionnés, d'abord sur la question du prix, j'ai fait cette dichotomie des différents types de prix. On entend toujours, c'est le prix de marché. Les acteurs, le prix que vous allez trouver sur la bourse à court terme, c'est un outil qui est utilisé, encore une fois, pour répondre « je suis EDF, j'ai une centrale, je suis en panne ». Elle est en panne, il va falloir que j'achète ce qui manque. Et là, effectivement, la livraison, c'est demain, mon électricité va être à un prix différent. Et là, la logique qu'on va se poser, ça a été noté, c'est le prix, pour le jour pour le lendemain, ça va être le prix de l'unité de production la plus chère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Typiquement, cette semaine, les prix que vous allez trouver sur Epexport pour ces marchés à livraison dans 2 jours. Aujourd'hui, je pense que c'est 42 €. Hier, c'était 50 €. Prix coût marginal de production d'une centrale estimé autour de 60-70 €. Tout ça, c'est à main levée. Forcément, quand on est un acteur avec un parc très important de type nucléaire et qu'on est exposé à cette variabilité du prix, c'est un sujet d'inquiétude important. Quand on est un acteur du renouvelable et qu'on n'est pas exposé à cette même problématique, se retrouver capable de vendre son électricité au prix d'un parc nucléaire, forcément, c'est des capacités d'investissement supplémentaires. Et quand on est un acteur du gaz qui est actionné 2 fois par an, parce que le reste du temps, la priorité est donnée aux électricités moins chères, aux unités de production moins chères, ça me permet de continuer à faire tourner mon unité. Si je suis producteur de gaz demain et que je suis appelé qu'uniquement en situation de pointe, c'est-à-dire que je vais être amené à produire 4 fois dans l'année, je caricature pour le propos, qu'est-ce que je fais le reste du temps ? Est-ce que je laisse les tôles d'araignée se développer, et donc du coup comment j'assure la maintenance, tout ça effectivement ça permet d'assurer que lorsque je décide, et c'est le signal prix ici qui est important, de lancer la production, ça correspond à ce qui est à ce moment-là mon coût de production. Et le dernier point qui est quand même un point important, mais là je vais aller très très vite, c'est sur la question effectivement de la concurrence plus globalement. Il y a la construction du marché, puis il y a la concurrence à différents niveaux. Je pense qu'un point qui est très peu traité et qui mérite pourtant de passer certainement beaucoup plus de temps, c'est la concurrence au niveau des fournisseurs d'électricité, notamment ceux qui n'ont pas du tout de moyens de production, ce qui est le cas d'une grande majorité. Là, effectivement, un renforcement des règles applicables, notamment sur le coût d'entrée ou l'accessibilité pour une entreprise à fournir de l'électricité par rapport à un acteur comme EDF qui va avoir des gros moyens de production, qui va avoir des investissements importants. Là, je pense qu'il faudrait renforcer très très sérieusement le cadre réglementaire appliqué à ces acteurs-là. Et non pas que ce soit plus contraignant, mais que le niveau de...
j'allais dire de professionnalisme, je vais peut-être un peu loin, mais en tout cas le niveau de gestion du risque soit adapté à ce marché-là, qui est là, je suis d'accord avec tout le monde, effectivement, on est sur un bien très particulier, un produit de base, un bien d'intérêt commun, et cette particularité doit être bien prise en compte. Voilà. Pas de... Vous vouliez réagir, Madame Bruch? Très rapidement, juste pour reprendre la parole sur les PPA et de manière générale sur les contrats qui permettent de décentraliser la production d'énergie. Donc ça va être pareil pour les opérations d'autoconsommation dont on a également parlé. Un intérêt que j'y vois qui me paraît crucial pour le développement des ENR, c'est que ces productions décentralisées, ça permet vraiment de faire participer le citoyen et de l'embarquer et donc de faciliter l'acceptabilité des énergies renouvelables. Si vraiment on veut développer massivement les énergies renouvelables, on sait j'y travaille assez régulièrement, il y a beaucoup de contentieux en matière de projets de développement d'énergie renouvelable. On a besoin d'acceptabilité et vraiment d'embarquer toute la population locale dans un projet. Si elle consomme son énergie, on a vraiment des projets, des approches citoyennes très différentes selon que le consommateur local va pouvoir consommer sa propre énergie ou s'il subit en quelque sorte simplement l'installation d'un projet d'énergie renouvelable au coin de son jardin. Merci. Alors, Madame Devray, je vais reprendre la parole. Et après, on va passer aux questions de l'audience. Oui, juste, moi je pense pas qu'il s'agisse d'une opposition binaire entre le très bon monopole et le marché effréné. Enfin, ça fait 20 ans qu'on essaie, qu'on patch, qu'on rustine, qu'on ajoute, qu'on modifie le marché et on n'y arrive pas parce que le marché n'est pas régulable. Pourquoi? Parce que là, je parle bien de l'exploitation. Une fois que le parc est construit, je ne parle pas de la phase de construction où là, encore une fois, il peut y avoir des appels d'offres, de la concurrence, de l'implication citoyenne. Mais une fois que le parc est là, comme vous l'avez dit, c'est d'une complexité extrême. C'est un des systèmes les plus compliqués qui soit techniquement. Rajouter une couche financière des contrats dans tous les sens, ça ne sert à rien. On produit, la quantité produite sort d'un programme d'optimisation. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un monopole naturel. Il faut un équilibre global et donc il faut mieux un acteur public global pour dire qui produit quoi. Et si on répartit le problème, ça donne des résultats forcément moins bons. L'autre point qui fait que c'est un monopole naturel, c'est que les investissements, c'est des investissements de très long terme dans lesquels le coût de financement, ce qu'on appelle le coût de capital, joue à un poids gigantesque. C'est-à-dire que quand on finance un parc à 4%, la moitié de ce que vous payez sert à rémunérer les gens qui ont financé, à rémunérer l'actionnaire ou la banque, si vous avez, donc les taux d'intérêt, quoi. Donc il est essentiel de faire baisser ce coût. Comment on fait baisser ce coût? En diminuant les risques. Et quand on a un monopole qui a une vision surtout qui peut mutualiser les risques, personne ne peut remettre en cause le fait que le coût de financement est beaucoup plus bas. Et oui, il faut de l'implication citoyenne, mais l'implication citoyenne, encore une fois, elle est dans la phase amont. Donc il faut les scénarios, RTE ou d'autres ont fait des scénarios de long terme de est-ce qu'on va réinvestir dans le nucléaire ou pas. C'est là-dessus qu'il faut débattre, c'est là-dessus qu'il faut un vrai débat citoyen. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au vote. Il faut aussi de la concertation locale quand on construit les projets. Mais ça ne veut pas dire qu'on organise par le marché l'exploitation du parc. Là, c'est un monopole public de manière naturelle. Est-ce qu'il y a dans l'audience des personnes qui souhaiteraient poser des questions à nos panélistes? Oui, tout au fond. Je vous laisse vous lever et parler bien fort. Est-ce que vous adressez votre question à une personne en particulier? Celui ou celle? Celle, j'imagine. Je peux vous dire ce qui est vu comme évolution des coûts globaux du système électrique. En fait, il ne faut pas raisonner filière par filière, hein, juste... Non. Alors, je crois que je ne comprends pas le... en fait, je crois que je ne comprends pas la question, à vrai dire. Les coûts d'agrégation.
j'ai pas la réponse là-dessus, je sais pas si vous l'avez. Alors, j'aurais pas la réponse non plus là-dessus directement à votre question. Je peux peut-être apporter quelques éléments de contexte en revanche. Une partie de l'activité de mon équipe chez EPEX, c'est notamment aussi de participer à screener l'ensemble des acteurs qui vont venir commencer à trader chez nous, notamment tous ces agrégateurs qui vont agréger des petits producteurs de renouvelables. Pas évident pour des petits producteurs de renouvelables d'accéder directement au marché et d'aller acheter pour leurs besoins, etc. Ce qui paraît assez clair, c'est que avec la multiplication, et ça on le voit de manière très très concrète et prégnante, je pense qu'aujourd'hui un acteur sur deux qui va rejoindre EpexPot va être en lien directement avec l'industrie du renouvelable. Ces acteurs-là, en fait, collectivement, naturellement, vont induire une concurrence entre les agrégateurs. J'ose imaginer que ça a participé à une diminution des coûts d'agrégation, effectivement. Après, effectivement, comme ça a été dit, il y a aussi des questions plus globalement de coût du système. Et là, ça devient plus difficile d'évaluer parce que j'ai très rapidement mentionné les problématiques de congestion. Lorsqu'on multiplie et qu'on augmente très sensiblement la part de production renouvelable, les problématiques de congestion du réseau, c'est-à-dire qu'on va avoir sur un temps donné beaucoup plus de soleil, beaucoup plus de vent, beaucoup plus d'opportunités pour le renouvelable de s'insérer dans le marché, vous allez avoir des pointes dans un sens ou dans l'autre, et à ce moment-là, ça va créer des tensions sur le marché. Et plus vous avez de renouvelables, effectivement, si ce n'est pas accompagné de ces outils de flexibilité, avec des stockages de batteries, etc., vous allez vous retrouver avec des coûts supplémentaires qui vont être associés à ces problématiques de congestion. Donc probablement vrai, même si j'ai pas de réponse. Ouais, exactement. Et donc du coup, c'est qu'on va peut-être assister à une baisse potentielle du prix de l'agrégation. Ouais. Et ça, typiquement, c'est le genre de coût qui n'existe pas dans un système, dans un monopole public. Parce qu'effectivement, on rajoute des couches et des couches et des couches d'agrégation, alors que normalement, on doit tout agréger d'un coup et avoir des coûts globaux qui, eux, n'augmentent pas énormément. Mais on permet aux acteurs d'accéder à une plus grande quantité de clients potentiels, d'accéder au marché, au réseau. Et donc de se couvrir en cas de besoin et trouver des besoins alternatifs. Une seule fois. Pas 4 couches, quoi. Je vois une autre personne qui souhaitait poser une question. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, j'ai juste aussi des remarques par rapport à la partie nucléaire, un petit peu le débat. Enfin, peut-être, moi, je suis côté ENR, mais côté un peu citoyen. On nous pose un peu ces questions comme ça, mais il y avait un monopole, souvent un monopole d'État sur la partie nucléaire. Là, aujourd'hui, on nous parle de mur énergétique, de choses à faire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui a été fait? Moi, j'ai une perte de confiance. C'est quoi EDF? Ils ont quelque chose à faire dessus, ils n'ont pas forcément fait. En tout cas, c'est mon interprétation. Et après, l'autre point, donc, au lieu de nous dire, enfin, moi comme ça je le prends, au lieu de nous dire, il faut faire un monopole absolument, moi j'ai perdu confiance en le monopole. Après, moi je suis un acteur privé, mais c'est quand même, moi plus un citoyen. L'autre point, c'est que les discours qu'on a aussi à côté, c'est qu'on voit l'EPR. Alors on peut parler des nouveaux EPR, mais on voit comment avec l'endpoint ça se passe, on voit les sujets, on voit les dérives. Donc quelle garantie on a que ce soit plus efficient? C'est une question que je me pose, toujours liée à la confiance. Et l'autre point, il y a une chose qui est, à mon avis, qui est une erreur de vision, c'est qu'il y a une lame de fond territoriale qui est importante. Aujourd'hui, vous avez des régies qui reprennent des sujets, des SEB, qui doivent être des acteurs à qui vous échangez, qui n'était pas le cas avant. Alors, pourquoi il y a des acteurs territoires politiques qui veulent reprendre le sujet en main? Est-ce que la réponse, elle est toujours centralisée? Alors qu'on voit qu'il y a un enjeu qui n'est pas que sur l'énergie, la décentralisation. Je comprends la complexité qu'il y a technique, mais quand même aujourd'hui il y a un enjeu de décentralisation qui est important, qui me semble une lame de fond. Est-ce que vous pouvez résumer ce qu'il a dit en... Si je comprends bien, il y a une perte de confiance envers l'acteur, le monopole historique qui était EDF dans le nucléaire qui fonctionne pas très bien, et aussi une envie de plus de local et de comment dire, de prise de participation en fait du local. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même que les acteurs locaux reprennent quand même en main le sujet de l'énergie. Mais je pense que c'est la même chose dans l'eau, dans tout ce qui est infrastructure finalement. Et donc en fait, on voit qu'il y a du sujet décentralisé, et là on nous dit c'est un acteur centralisé qui doit reprendre, c'est la bonne solution. Il faut juste la question, alors pourquoi il y a ce mouvement décentralisé qui est quand même assez important, en tout cas nous on le voit sur notre territoire, qui est très important. Alors, je vais juste préciser, je ne dis pas qu'il faut un acteur qui construise tout
et qui décide de tout. Je parle de l'exploitation du parc, c'est-à-dire que, encore une fois, il y a plusieurs phases quand on a un parc de production. Il y a la phase où on décide qu'est-ce qu'on va construire. Est-ce qu'on va construire plus ou moins de nucléaire, plus ou moins d'éolien offshore ou d'éolien décentralisé de solaire. Ça, c'est des scénarios qui sont forcément globaux, à la différence de tout un tas d'autres secteurs, parce qu'il faut maintenir un équilibre global sur le système. Il y a des scénarios qui existent. Il y a Negawatt, par exemple, qui a fait des scénarios. Donc, il y a RTE, il y a l'ADEME, etc. Donc, il y a une phase de planification. Pour moi, elle est nécessairement publique. Et il y a des allers-retours. C'est déjà prévu. Il y a des allers-retours avec les régions, voire avec à un niveau plus fin, c'est les PCAET, au niveau local, qui disent, nous, on voit tant d'éolien, tant de solaire. Donc ça, c'est la phase de planification. Une fois que c'est décidé, on a des trajectoires d'investissement. Et là, il faut décider de comment on construit. Donc, en général, c'est l'État ou les collectivités qui peuvent lancer des appels d'offres. Mais une fois que le parc est là, il faut décider quelle centrale produit à quel moment. Mais c'est comme le réseau, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un parc complètement décentralisé, il faut un acteur qui coordonne. On a un besoin de coordination, et la coordination, ça doit être centralisé, comme le réseau. Exactement. D'ailleurs, avant, c'était la même chose, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, je suis juste pas certain de ça. Enfin, est-ce que c'est le seul moyen de réussir à coordonner tout ça on a essayé de faire autre chose, et vous voyez ce que ça donne. Oui, mais est-ce que c'est lié à la solution technique ou est-ce que c'est lié au cadre réglementaire qui est derrière? C'est tout l'objet du débat. Oui, est-ce que c'est lié à la nature de l'énergie dont vous parlez? En fait, moi, je suis comme Anne de Bréjas, je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce, mais pour moi, l'éléphant dans la pièce, c'est pas le monopole public, c'est la relance du nucléaire. Et la question que vous posez, elle met le doigt exactement là où ça fait mal. C'est-à-dire que par nature, l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est centralisée, qui est jacobine et qui n'associe pas les citoyens, par nature, pour mille et une raisons. Mais jamais on arrivera à avoir une gestion décentralisée et qui implique les citoyens sur cette question-là. La preuve en est, c'est que, et là, pour le coup, je vous rejoins complètement, il faudrait un débat. Est-ce qu'on est d'accord en tant que société pour ce programme de relance du nucléaire qui nous est imposé sans aucune concertation? La moindre des choses serait qu'on se pose le débat collectivement. Mais avec le nucléaire, ça n'est pas possible. Et c'est pas le marché qui le permet non plus, ce débat. Oui, monsieur. Oui, une toute petite question. Je veux dire, je regardais le prix spot en ce moment sur l'Espagne. Le prix spot est à 0. 49, là, j'ai regardé il y a 5 minutes. 49 € sur le prix français et 77 € en Angleterre. Alors je peux être provocateur en disant l'Espagne ayant du soleil et un peu de vent, donc on a délocalisé, l'Europe ferait bien délocaliser en Espagne l'ensemble de la production d'électricité. Mais je dis bien pour être provocateur. Jusqu'à ce moment-là, l'Espagne produisant moins cher, allons voir comment on peut faire pour avoir tout venant d'Espagne. Est-ce que vous adressez votre provocation à une ou un panéliste en particulier? Le débat est ouvert puisqu'ils nous font un débat et on n'a pas de débat. Peut-être juste une réaction préliminaire de mon côté. C'est toute la logique effectivement de la mutualisation des outils de production au niveau de l'Europe qui me paraît effectivement centrale dans cet enjeu-là. Les mix énergétiques européens, il n'y a pas vraiment de politique européenne de l'énergie, on peut se dire ce qu'on veut. Il y a des intentions collectives, peut-être plus sur la décarbonisation et la transition énergétique d'ailleurs que sur le mix énergétique. Il suffit de regarder les mix énergétiques dans chacun des pays européens, ça n'a absolument rien à voir. Et donc se poser effectivement la question, il serait irrationnel d'ailleurs de demander à chacun des pays d'avoir le même type de mix énergétique. C'est pas attendu, c'est pas possible, pour plein de raisons. En revanche, qu'effectivement l'Europe collectivement puisse faire participer les citoyens européens à la meilleure formation du prix possible en mutualisant les efforts et le bien-être généré par des outils de production à plus bas prix, naturellement, c'est très intéressant. Vous allez avoir des zones avec beaucoup de vent dans le nord de l'Europe et puis des moyens de production hydraulique également dans le nord de l'Europe. Vous allez avoir des productions solaires beaucoup plus performantes dans le sud de l'Europe. Effectivement, il y a peut-être un enjeu de mutualisation ici, de partage, on appelle ça du partage du welfare, du bien-être commun. Et je pense que c'est un enjeu effectivement central ici aussi. Effectivement, je pense que c'est une vraie question et pour l'instant l'Europe est faible là-dessus. On a quelque chose d'assez bizarre, c'est-à-dire qu'elle se concentre, le marché de l'électricité se concentre sur le fonctionnement en temps réel du parc. Mais il faudrait, et bon là on impose aux pays de se coordonner entre eux, ce qui est une bonne chose en tant que tel, mais il ne faudrait pas se coordonner comme ça. Donc on impose un seul prix, alors que les investissements restent à la main des États et qu'on manque de coordination sur les investissements pour savoir effectivement où mettre les moyens de pointe. Est-ce qu'il faudrait mettre tous les moyens de pointe dans le centre de l'Europe? Est-ce qu'il faudrait développer à fond l'éolien en mer du Nord, etc. C'est des débats très complexes parce qu'il y a une question de souveraineté versus une question d'efficacité économique. Ça, c'est une vraie question. Mais là, on se focalise sur, à nouveau, la coordination à court terme du système électrique, qui est vraiment un mauvais débat. Et là, il n'y a rien, à mon avis, rien de positif qui en est sorti.
Oui, simplement pour rajouter qu'il y a quand même eu un début de politique énergétique au niveau européen. Il y a des objectifs contraignants de production d'énergie renouvelable que la France ne respecte pas. Mais il y a une très belle directive qui a été adoptée en même temps que celle dont on discute aujourd'hui, qui est la directive sur les énergies renouvelables, qu'on appelle RED 3, et qui prévoit des objectifs très contraignants en matière de développement des énergies renouvelables. Donc il va y avoir un vrai sujet de respect de ces obligations communautaires par la France. Peut-être dernier point, pour répondre à ces questions de la mutualisation aussi des efforts, il y a déjà un système qui est en place qui pourrait être probablement davantage performant si les infrastructures physiques le permettaient. Ce serait d'avoir davantage de câbles, effectivement. On a un système qui s'appelle le couplage de marché, auquel participent d'ailleurs les bourses, et permettre de mettre à disposition de manière centralisée l'ensemble des capacités de transfert, transfrontalière des capacités pour conjointement essayer d'optimiser au maximum. Peut-être que le prix en France n'aurait pas été 42 € si l'Espagne n'avait pas produit autant. Il aurait probablement été plus élevé aussi, et inversement pour nos petits copains. Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Allez-y. Ah là, je ne vais pas être capable de vous répondre dans le détail, mais il y a peut-être à ma gauche, on sera plus capable de répondre sur ce point-là, mais il y a des mécanismes qui rémunèrent la capacité ouverts aux centrales à gaz et au charbon qui, du coup, sont encore éligibles à des subventions dans la réforme, dans l'accord conclu en décembre entre la Commission et le Parlement. Pas impossible. Alors, j'ai pas la terminologie française, mais pas impossible qu'il fasse référence aux peak shaving products, qui sont mécanismes d'écrêtement des pointes, où effectivement, en situation particulière de tension dans le marché, comme on l'a dit, génère. Alors du coup, je l'ai pas. Alors, il nous reste 2 minutes très rapidement. Sur le même sujet, du coup, est-ce que ça concerne des centrales à gaz et à charbon traditionnelles, ou est-ce que ça concernerait les centrales qui vont devoir se reconvertir en centrales biomasse, par exemple, pour des centrales à charbon, et des centrales qui, du coup, qui ont une empreinte carbone moins élevée? Non, c'est les vieilles bonnes old school. Eh bien, nous arrivons au terme de cette table ronde. Je pense qu'on peut applaudir les intervenants. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous.